sur Judaïque, une émission alphabétique de culture juive proposée et réalisée par Ariel Tion pour Judaïque FM. Chers amis, bonsoir Ariel Tion au micro, Avner à la technique pour Dicolexique sur Judaïque, une émission alphabétique de culture juive. Déclinaison sans déclin ce soir. A comme Amado. Amado comme Amado Lévy-Valency, Eliane Amado Lévy-Valency, avec Sandrine Schwartz, historienne, chercheure, enseignante et universitaire, enseignante à l'Institut Elie Wiesel et souvent journaliste. Sandrine Schwartz, bonsoir. Bonsoir Ariel. Alors ce soir, je vous invite pour parler à nouveau de Eliane Amado Lévy-Valency. C'est un personnage que vous avez découvert au moment où vous prépariez, où vous faisiez aussi toute une recherche. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur les intellectuels juifs de France, de 1945 à nos jours. Vous nous direz dans quel contexte vous avez pris ces intellectuels juifs de France. Et au cours de votre périple, vous avez découvert ce personnage, un personnage tout à fait particulier que rien ne prédisposait à devenir une des intellectuelles clés du renouveau et de la reconstruction juive de l'après-guerre en France et ailleurs. Alors, vous êtes beaucoup occupé de l'histoire du colloque des intellectuels juifs de France. Racontez-nous un peu comment a émergé la personnalité d'Eliane Amado Lévy-Valency dans votre recherche. Alors déjà, Ariel, vous avez parfaitement résumé les choses. Il me fallait trouver un sujet pour mon doctorat à l'école pratique des hautes études. Et on m'avait dit qu'il y avait des archives en langue française aux archives sionistes centrales à Jérusalem. Et je me suis rendue un été sur place à Jérusalem et j'ai découvert dans des cartons qui n'avaient jamais été ouverts. Alors imaginez l'état, les élastiques totalement abîmés, décomposés, les coins des cartons abîmés, et bien des archives qui correspondaient à celles du Congrès juif mondial, le Congrès juif mondial qui avait encadré depuis sa création ce fameux colloque des intellectuels juifs de langue française. Alors le colloque des intellectuels juifs de langue française qui est devenu une institution, il faut savoir qu'au début, c'était simplement un Shabbat plein
qui a réussi, et à l'initiative de plusieurs personnalités liées au Congrès juif mondial, eh bien, des philosophes, des universitaires ou même des rabbins, une vingtaine de personnes avaient été conviées dans une maison de Lozé, celle qui avait accueilli les enfants de Buchenwald à Versailles, dont Elie Wiesel. Eh bien, ces personnalités avaient été conviées par le Congrès juif mondial, dont la section française était dirigée à l'époque par Edmond Flegg, pour réfléchir à la reconstruction à la fois spirituelle et intellectuelle du judaïsme français, et tout simplement de se demander qu'est-ce qu'être juif après la Shoah. La hauteur de vue des discussions a été telle que les organisateurs ont décidé de renouveler l'expérience, et parmi les personnalités invitées, il y avait donc l'équipe du Congrès juif mondial, Edmond Flegg que j'ai cité à l'instant, Aaron Steinberg, Léon Algazi, André Neher, et puis des invités, Emmanuel Levinas, Vladimir Yankelevitch, et une seule femme dans ce casting de rêve qui fait vraiment rêver, puisque c'était vraiment les plus grandes personnalités intellectuelles de l'époque, et bien une femme, Eliane Amadou Lévy-Valency. Et quand j'ai découvert ces archives qui étaient celles du colloque des intellectuels juifs de langue française, à l'époque je ne mesurais pas encore l'importance de ces réunions, et bien j'ai découvert des petits mots à la main griffonnés par Lévinas, griffonnés par Neher, Yankelevitch ou Manitou, Léon Ashkenazi, et à chaque strate, à chaque étape de la constitution de ce colloque en institution, il y avait Eliane Amadou Lévy-Valency, qui a fait partie du comité préparatoire dès le début, qui a donné à ce premier groupe d'intellectuels réunis à Versailles le nom de Noyau Versaillais, la première qui a collationné les textes, les a réunis, a demandé des corrections pour les publications, et elle avait un rôle non seulement de chef d'orchestre, mais un rôle très important puisqu'elle intervenait aussi dans le cadre de ces colloques. Et tout ça m'a interpellée. Une femme séfarade, avec un nom séfarade, ce qui était aussi assez rare, même s'il y avait Manitou dans l'équipe, et puis un nom à rallonge, Eliane Amadou Lévy-Valency, que je n'avais jamais rencontré, et je ne la connaissais pas du tout. Et ce nom m'a invitée à faire des recherches. Je me suis aperçue que autant elle avait été importante dans les étapes de l'institutionnalisation du colloque des intellectuels juifs de langue française, autant il n'existait aucun livre sur elle. Quelques petites biographie encore vraiment très succincte, beaucoup d'écrits, beaucoup de livres, 22, des articles de presse, des centaines, un rôle important dans les amitiés judéo-chrétiennes, et finalement aucune biographie d'elle. Et déjà à l'époque, alors que je préparais mon doctorat et qu'il devenait le sujet d'un livre que vous avez cité, Les intellectuels juifs de 1945 à nos jours, avait germé dans mon esprit cette idée de lui consacrer une monographie, une biographie, et finalement de la réinsérer dans la place qu'elle méritait dans cette histoire de la reconstruction intellectuelle du judaïsme français. Alors, qui est Eliane Amadou Lévy-Valency? Pour un certain nombre d'entre nous, je dis d'entre nous, elle a fait partie des livres de notre adolescence, des livres qu'on nous conseillait de lire quand on était jeune. Elle était un penseur, enfin, je dis un penseur, philosophe, s'est beaucoup occupée de psychologie et de psychanalyse. Qu'est-ce qui a conduit cette femme bourgeoise, originaire à la fois du monde des Balkans et du monde d'Afrique du Nord, à devenir, à s'intéresser au judaïsme? Est-ce la guerre qui l'a marqué de plein fouet dans sa chair? Et quel a été son engagement? Et puis après, comment avez-vous essayé de nouer le contact avec elle? Alors justement, au moment où je préparais cette thèse de doctorat, elle était encore en vie puisqu'elle habitait à Jérusalem où elle résidait depuis son alia en décembre 1968. Malheureusement, depuis plusieurs années, elle était murée dans le silence, donc il m'avait été impossible à l'époque de la rencontrer. Eliane Amadou Lévy-Valency, c'est une femme de rupture. Une femme de rupture, puisque vous l'avez dit, elle naît dans la haute bourgeoisie méditerranéenne à Marseille. Méditerranéenne puisqu'elle est d'un côté originaire de Salonique. Elle fait partie de la maison des Alatini, cette grande maison bourgeoise qui a été appelée les Rothschild des Balkans. Et de l'autre côté, les Lévy-Valency sont des bourgeois
de Constantine et d'Alger. Le lien entre les Alatini et les Lévi-Valency, c'est que tous deux sont originaires de Livourne. Donc il y a cette tradition méditerranéenne, une générosité, des médecins dans la famille des deux côtés, des mécènes, des grands négociants, et puis Eliane qui grandit dans des châteaux entre Marseille et Aix-en-Provence, et finalement rien ne l'a destinée à entamer des études de philosophie avant-guerre. Elle n'avait jamais été à l'école, elle recevait une éducation très pointue auprès de précepteurs, elle vivait auprès de ses nombreux cousins et cousines, avec tous les codes de la grande bourgeoisie, des cours de peinture, des cours de couture, des vacances ou à Salonique ou à la montagne. Vraiment rien ne lui manquait, des châteaux à foison, puisqu'elle naît dans la villa Alatini, qui est un château sur le Prado à Marseille, qui sera réquisitionné pendant la guerre et détruit. Petite, eh bien, elle se partage avec le château de Sélonie à Aix-en-Provence que ses parents décident d'acheter pour en faire une résidence secondaire par rapport à celle de Marseille. Donc c'est vraiment une éducation avec les codes de la haute bourgeoisie. Et puis parmi tout ça, alors qu'elle était plutôt destinée à épouser un bon parti et plutôt aussi dans sa famille, puisqu'il y avait de nombreux mariages entre cousins pour préserver les intérêts familiaux, eh bien à 18 ans précisément, ses parents achètent un hôtel particulier à Saint-Mandé pour qu'elle puisse faire des études de philosophie à la Sorbonne. Elle entre très vite à la Sorbonne, elle a les plus grands professeurs, Jean Val, Maurice Pradine, Brunswick, elle croise Edith Stein et Simone Weil. Simone Weil, justement, à qui on a souvent comparé son œuvre comme l'avers et le revers d'une même médaille, avec une opposition évidemment, une qui refuse son judaïsme et l'autre qui l'assume, mais finalement pour aboutir à une vision philosophique. Et en ce sens, on a pu faire des comparaisons. Et elle décrit Simone Weil, c'est tout à fait intéressant. Simone Weil qui renie en quelque sorte son judaïsme, qu'elle considère comme un obscurantisme et qui est absolument impossible de s'y référer quand on fait des études de philosophie, et qui en même temps renie sa féminité. Et elle la décrit mal habillée, enguenillée comme un homme, avec un béret, des grosses chaussures, et c'est absolument amusant puisqu'Eliane Amado est le contraire de tout ça. Elle est très coquette, et elle devient profondément juive. C'est une question aussi que vous avez posée. Sa famille est assimilée. Elle est juive le temps de Kippour, elle célèbre les Sédarim, elle ne mange sans doute pas cachère, elle n'est pas sioniste non plus. Et pourtant, Eliane, dès l'enfance, raconte qu'elle a des sortes d'éclairs, notamment quand elle ouvre les revues de la Terre retrouvée que ses parents reçoivent parce qu'ils sont donateurs du KKL. Elle n'a même pas 9 ans et elle trouve dans ces descriptions de la terre d'Israël, qui est la Palestine mandataire à l'époque, une sorte d'appel d'Israël qu'elle décrira plus tard. Pareil, ses familles, ses parents avaient l'habitude de recevoir de nombreux amis et un kabbaliste apparemment venait, elle le raconte aussi enfant, et elle avait surpris une discussion qu'elle n'avait absolument pas compris, et dans le grand bassin aux poissons de son jardin, elle se confie à ses poissons et elle dit, eh bien un jour je trouverai le mystère de la Kabbale. Donc déjà dans l'enfance se dessinait cet intérêt en rupture avec son histoire familiale, et pour le judaïsme et pour l'État d'Israël. Et puis il y a la grande meurtrissure de sa vie, qui est l'arrestation de sa mère avec laquelle elle était très fusionnelle, en avril 1944, sa déportation moins de 2 mois plus tard à Auschwitz, et là a lieu une autre rupture qui la rapproche des sources de la tradition juive. Et ce qu'elle fait quand elle arrive à la Sorbonne, c'est que très vite, eh bien, elle s'intéresse à la Torah. Elle prend des cours d'hébreu et elle essaye de relier sa formation philosophique avec les sources de la tradition juive. La pratique n'y est pas encore, mais elle essaye de voir quels peuvent être les liens, et elle détermine déjà très tôt
dès avant la guerre, l'occultation de la pensée juive, sa fameuse théorie qu'elle est la seule à le développer, c'est-à-dire qu'elle revoit l'histoire de la philosophie depuis Platon jusqu'à Bergson, en démontrant que la pensée occidentale, la civilisation occidentale qui repose sur un trépied, la culture grecque, latine et juive, a oublié, a délaissé, a occulté, a scotomisé cette racine juive qui rend la source de la pensée bancale. Et elle n'aura de cesse de réhabiliter cette pensée juive dans l'histoire de la philosophie. Et c'est une de ses grandes avancées, notamment dans sa thèse de doctorat qu'elle soutient à la Sorbonne et qui est totalement révolutionnaire, c'est de mettre sur le même pied aussi bien Bergson que Maïmonide Orachi, que le mythe de la caverne ou Béréchit et l'apparition de l'humain. Et ça, c'est une méthode qu'elle est la seule à faire bien avant son engagement dans l'école de pensée juive et ses participations au colloque des intellectuels juifs qui débute avec ce fameux Shabbat plein organisé à Versailles le 24 mai 1957 où elle est invitée, sans doute, parce qu'elle est l'élève de Vladimir Yankelevitch. Lui-même, Vladimir Yankelevitch, est le voisin qui est aux fleurs de Edmond Flegg qui signe les invitations. Et il se retrouve avec Jean Val, un autre ami de Vladimir Yankelevitch, qui est également un professeur d'Eliane dans ce colloque des intellectuels juifs de langue française. Sandrine, nous allons prendre une respiration musicale parce que là, vous avez fait un grand parcours et nous reviendrons un peu en arrière. Vous nous avez donné à comprendre l'existence d'Eliane Amado Lévy-Valency et son engagement. Nous allons voir après cette pause musicale comment, après la guerre, elle participe effectivement à la reconstruction du judaïsme en France et qu'est-ce qui se passe pour elle et quelle pensée elle avance entre 1944-45 et 1957, le moment où elle participe à ce colloque des intellectuels juifs de langue française. Et ce soir, pour nous accompagner en musique, donc ce sont les variations ladino avec Liat Cohen à la guitare.
Sandrine Farr, ce soir, nous évoquons la personnalité d'Eliane Amado Lévy-Valency et le rôle qu'elle a joué dans la reconstruction du judaïsme français, en tout cas dans sa reconstruction intellectuelle après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des personnages évidemment emblématiques tels que André Neher, des gens qui ont vraiment construit la pensée. Puis il y a des personnages comme elle qui ont aussi construit la pensée, mais qui, à partir des années 70, j'allais dire, disparaissent du grand paysage, alors que la renommée de Eliane Amado Lévy-Valency est importante dans les années 60 et 70. Alors, qu'est-ce qu'il advient d'elle et comment participe-t-elle à cette reconstruction, disons, de 1945 à 1957, au moment où elle prend part au colloque des intellectuels juifs de France, de l'Angleterre? Oui. Alors déjà, elle est exclue de l'université par les lois anti-juives, en tant que juive bien évidemment, mais au lendemain de la guerre, alors qu'elle est évidemment meurtrie par la disparition de sa mère, de son oncle et d'un certain nombre de membres de sa famille, eh bien elle décide de reprendre des études de philosophie. Donc elle se réinscrit à la Sorbonne pour préparer l'agrégation, et là elle retrouve ses professeurs d'avant la guerre ou de pendant la guerre, Jean Val, Gaston Bachelard et Vladimir Yankelevitch. Elle passe son agrégation et elle est reçue major devant son cousin Robert Mizrahi de l'Aile à Latini. Et très vite, elle devient attachée au SNRS et assistante à la Sorbonne où elle enseigne. Donc c'est un parcours tout à fait brillant et tout à fait particulier, qui n'est pas celui de ses amis de l'école de pensée juive. André Neher, que vous citiez à l'instant, qui est un théologien, professeur d'allemand, eh bien, il n'a pas cette formation généraliste et aussi poussée. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la Sorbonne, c'est vraiment le temple de la culture française, de la culture européenne. Et parmi ce temple de la culture, la philosophie est son fer de lance. Donc, elle est diplômée de philosophie, elle est enseignante alors qu'elle est trentenaire en tant qu'assistante à la Sorbonne, et c'est quelque chose de tout à fait prodigieux. Parallèlement, elle s'intéresse à la psychanalyse. Alors, cet intérêt pour la psychanalyse est aussi une rupture par rapport à la philosophie, puisque la psychanalyse est considérée comme une science naissante, moins noble que la philosophie, et en plus cette philosophie généraliste inspirée de la philosophie allemande. Et pourtant, eh bien, nouvelle rupture dans sa vie, elle décide de suivre une cure. Donc, condition nécessaire pour entreprendre des études de psychologie avec Paul Lagache, donc un des plus grands noms de la psychanalyse. Elle est proche à l'époque aussi de Lacan, de Françoise Dolto, de Madame Favès-Boutonnier. De la même manière qu'elle est formée par les plus grands noms de la philosophie, elle sera aussi formée auprès des plus grands noms de la psychanalyse. Et à une époque où, on l'a dit, la psychanalyse est une science naissante et où des querelles se font jour entre différentes écoles et des querelles d'ego aussi, notamment autour de leurs grandes figures emblématiques, eh bien elle décide de créer son propre institut de psychanalyse et qui est aussi quelque chose de révolutionnaire. Dans cet institut de psychanalyse, eh bien la philosophie, il y a sa part de réflexion et les sources de la tradition juive, ce qui est quelque chose de totalement aussi inédit à l'époque, puisqu'elle considère que l'herméneutique talmudique, la manière d'interpréter les textes, eh bien, peut être une source et d'intuition et de réflexion pour la psychanalyse. L'interprétation des rêves notamment, ou des faits, ou du passé, de la préhistoire des individus, à la manière de cette exégèse talmudique, eh bien, peut trouver des liens. Et ce qu'elle fait est totalement révolutionnaire à l'époque. Sandrine, troisième part. oui, pardon. Auprès, qui sont ses maîtres à cette époque, qui lui permet de faire ce lien entre la tradition et la pensée européenne cette nouvelle science qui est cette nouvelle approche de l'homme qui est la psychanalyse? Alors c'est une question aussi sur laquelle je me suis penchée, puisque en général, quand on devient un Talmid Chacham, un maître du Talmud, il faut aussi avoir ses maîtres.
On sait que dans les années d'après-guerre, très rapidement, elle se remet à travailler l'hébreu et la Kabbale avec un mystérieux philosophe dont on ne connaît pas le nom. Il y a des échanges de lettres avec sa meilleure amie qui est Francine Bloch, qu'elle avait rencontrée à la Sorbonne avant-guerre, où elle parle de ses cours avec ce mystérieux philosophe qu'on ne connaît pas. Et finalement, on peut penser qu'elle étudie tout seule les textes, qu'elle est totalement autodidacte, et ces textes dont elle aura une vision renouvelée en participant au colloque des intellectuels juifs de langue française et en entendant la leçon biblique de son ami André Neher, qui deviendra son ami et son meilleur ami André Neher, et la leçon talmudique d'Emmanuel Lévinas notamment, qui est quelqu'un aussi qui l'a beaucoup inspiré, qu'elle cite à de nombreuses reprises dans son œuvre, et plus étonnant, qui est cité par Emmanuel Lévinas dans son œuvre aussi. Et quelque sorte, ça vaut comme une sorte d'adoubement. Il y a des points communs entre les deux. Cette formation académique, qu'ils sont les deux seuls à avoir, Eliane Amado et Emmanuel Lévinas au colloque des intellectuels juifs, que Manitou, que Neher, que d'autres n'ont pas. Et puis cet intérêt pour les sources de la tradition juive qui fait que leur œuvre bascule. Emmanuel Lévinas, il faut attendre aussi l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, son statut de prisonnier politique, l'extermination par la Shoah par balle de toute sa famille, sa femme et sa fille qui sont cachées sous l'occupation, pour que son œuvre, qui était celle d'un philosophe inspiré de la philosophie allemande et qui a introduit en France la phénoménologie husserlienne, devienne une œuvre juive, notamment dans ses leçons talmudiques qu'il prononce au colloque des intellectuels juifs de langue française, et où il côtoie Eliane Amado-Lévy-Valency dans une sorte d'émulation qui est bénéfique à tous les deux. Qu'est-ce qu'elle écrit pendant ces années d'après-guerre? Alors, dans ces années d'après-guerre, les ouvrages qu'elle écrit, ce sont essentiellement les cours qu'elle professe à la Sorbonne. Auparavant, il y a sa thèse de doctorat sur les niveaux de lettres qui a paru, mais par exemple, le temps dans la vie psychologique, la communication, le dialogue psychanalytique sont les cours qu'elle donne à la Sorbonne. Et il y a, dans ces années d'après-guerre et avant son alia, son premier livre, qui est sans doute l'un des plus importants, son premier livre avec une thématique presque purement juive, biblique, talmudique ou zoharique, qui est la racine et la source. Et c'est vrai qu'il faut attendre son alia en décembre 68 pour que son œuvre s'enrichisse et qu'elle ait davantage d'ouvrages qui lient philosophie, psychanalyse et pensée juive. Alors, La racine et la source est un ouvrage qui est fondamental, qu'on conseillait aux adolescents il y a pas mal d'années. De quoi cela parle? Alors, La racine et la source est un recueil de textes qui reprend certaines de ses communications au colloque des intellectuels juifs de langue française et des conférences qu'elle a données essentiellement devant un public juif. Et de quoi elle parle dans cet ouvrage, puisqu'il y a un point commun, et ce fil conducteur est justement ce dont on a parlé en première partie, c'est-à-dire l'occultation de la pensée juive. Elle essaie de réhabiliter dans la pensée occidentale la pensée juive. Elle parle aussi énormément de ce qui fait sa signature, sa réflexion sur le couple, inspirée par la création de l'humain d'après Béréchit. Donc c'est quelque chose aussi de très important. Et le troisième élément qui est détaillé dans cet ouvrage et qui sera aussi perçu dans les autres livres, donc ces trois thèmes: occultation de la pensée juive, le couple et la tentation du mal au travers du fratricide, des fratricides décrits dans la Bible, dont le premier est évidemment celui de Caïn et Abel, et qui pour elle marque la naissance du mal. Et dans sa théorie philosophique, psychanalytique et exégétique, elle explique comment l'humain est tiraillé par le mal et sa quête est celle du bien. En fait, c'est une théorie un peu inversée, puisque la finalité de sa réflexion tend au bien, partant du mal évidemment, qui fait penser à ses blessures, et notamment celle de la déportation de sa mère, la perte de son grand frère quand elle était enfant, et la mort de son père qui ne survivra que très peu d'années, que très peu de mois même, à la disparition de son épouse, la mère d'Eliane.
Est-ce qu'on sait comment quelle est sa pratique de la psychanalyse? Comment elle met en pratique tout ce qu'elle amalgame, tout ce qui l'inspire et tout ce qu'elle théorise? Et, euh, et comment le monde juif intervient dans sa vie de penseur et de psychanalyste? Alors ça aussi, c'est des choses qu'on a pu lui reprocher, d'introduire aussi précisément les sources de la tradition juive dans sa théorie psychanalytique. Il faut déjà savoir que elle a été vraiment une psychanalyse, c'est-à-dire que depuis sa propre psychanalyse, depuis sa cure psychanalytique, eh bien, elle n'a cessé de recevoir des patients ou à son domicile à Saint-Mandé ou dans les hôpitaux où elle a fait des stages ou bien dans son appartement de Jérusalem où jusqu'à la fin de sa vie, elle a reçu des patients et notamment des survivants de la Shoah. Et très étonnamment, elle est la première à avoir reçu en consultation des homosexuels orthodoxes. Des homosexuels qui appartenaient au mouvement orthodoxe. Et en fait, comment fait-elle le lien? C'est qu'à partir de sa réflexion justement sur le couple, eh bien, elle tente d'envisager les souffrances que peuvent ressentir les homosexuels et propose une méthode, alors qui peut paraître aussi à l'époque du mariage pour tous, un peu rétrograde et datée, mais il n'empêche qu'elle est la première à réfléchir à ces questions-là. Elle réfléchit aussi sur la question de la femme par rapport à sa réflexion psychanalytique. Évidemment, comment l'enfance détermine les différents engagements ultérieurs et évidemment les souffrances aussi. Et elle a quelque chose de particulier qui est le coefficient personnel. Donc c'est quelque chose dont elle parle beaucoup. Et en fait, toute sa réflexion, qu'elle soit philosophique, psychanalytique ou en pensée juive, est inspirée d'une réflexion de ce fameux coefficient personnel, qui ne veut pas dire qu'elle rapporte tout à elle ou qui amoindrit la qualité de sa réflexion, mais qui détermine l'importance des engagements de tout à chacun et qui lui permet aussi d'aboutir à une réflexion sur autrui qui est peut-être plus avant-gardiste que celle mise en place par Emmanuel Levinas. Sandrine, est-ce qu'on sait, dans les années 50, 60, quelle place le sionisme tient dans sa vie et dans sa pensée? Parce que ce n'est pas rien de partir. Et puis, quel est son rayonnement aussi dans le monde juif des années 50 et des années 60? Qui la connaît? Quelle personne approche-t-elle? Nous avons 3 minutes pour dire cela. Alors, déjà par rapport au sionisme, la question est très intéressante parce qu'une nouvelle fois, son engagement est différent de ceux qui vont décider de faire leur alia après la guerre des 6 jours. Ceux qui sont André Neher, Manitou, Benjamin Gross, Théo Dreyfus. Puisque le sionisme est inscrit en elle dès la fin de la guerre. Elle a des textes où elle dit que si elle n'avait pas eu son père à s'occuper dans les années d'après-guerre, elle serait partie en Israël pour créer le nouvel État. On sait aussi, par des documents retrouvés dans sa maison à Sélonie, dans son château à Sélonie, qu'avant la création de l'État d'Israël, elle est mécène pour des associations, des institutions qui œuvrent à la création de l'État d'Israël. Donc c'est des choses qu'elle fait très tôt. Et ce n'est pas la guerre des 6 jours qui déclenche son engagement. Elle va, avant la guerre des 6 jours, elle est invitée à plusieurs reprises en Israël, en 63. Notamment en 65 par la suite, et elle explique dès 63 la manière dont elle ressent cet appel d'Israël et qu'elle fait suivre d'une phase intensive d'études de l'hébreu moderne parce qu'elle sait qu'elle doit se rendre en Israël. Donc le sionisme, elle l'a de manière viscérale chevillée dans son âme et c'est quelque chose de très étonnant puisque son milieu ne la prédestinait pas à ça, que ses études philosophiques, alors même si elle introduit la pensée juive et les sources de la pensée juive, eh bien, ne sont pas forcément liées à ce sionisme, mais elle a quelque chose en elle qui
qui est vraiment presque irrationnelle, hein, presque messianique, qui font qu'elle ne pouvait pas faire autre chose que se rendre en Israël. Et finalement, alors même si la guerre des 6 jours catalyse ce départ, elle l'avait bien en elle avant tout ça. Alors son inscription par rapport aux autres intellectuels, Nous avons une minute, eh bien, c'est Sandrine. l'inscription. Oui, très rapidement, d'une femme, d'une femme avec tout ce que ça peut impliquer, d'amoindrissement de sa pensée. J'ai retrouvé des documents qui montraient comment elle avait décidé l'articulation d'un colloque des intellectuels juifs de langue française et que André Neher et Jean Alperin décousaient tout ce qu'elle avait voulu mettre en place, qu'elle devait faire telle ou telle intervention et finalement on lui laissait un petit bout d'intervention. Alors elle était connue dans les milieux philosophiques, puisqu'elle était enseignante à la Sorbonne. Elle était connue dans les milieux intellectuels juifs par sa participation au colloque des intellectuels juifs, mais elle n'était pas reconnue. Et c'est quelque chose qui... Oui, finissez votre phrase, oui. Et cette reconnaissance n'arrivera dans les milieux francophones qu'après son alia. Je vous remercie, Sandrine Schwartz. C'était Dicolexique dans des conditions à distance. C'était donc Dicolexique sur Judaïque, une émission de culture juive présentée et réalisée par Ariel Tion pour Judaïque FM avec Avner à la technique. Sur Judaïque, une émission alphabétique de culture juive proposée et réalisée par Ariel Tion pour Judaïque FM.